Alors investir, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de psychologie. Et c'est vrai qu'on se demande souvent pourquoi certains ils arrivent à réussir sur les marchés financiers et à s'enrichir et pourquoi d'autres ils paniquent dès le premier crash boursier. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir pourquoi ton cerveau peut te jouer des tours quand il s'agit d'investir et comment tu peux facilement reprendre le contrôle là-dessus. On va voir également pourquoi l'horizon de placement c'est un élément clé quand il s'agit d'investir, comment nos émotions drivent un peu nos décisions financières et surtout comment éviter tous les pièges psychologiques qui te font perdre de l'argent. Allez, c'est parti. Alors oui, déjà, investir, c'est bien pour ceux qui s'y mettent, déjà bravo. Mais avant de parler de rendement, il faut parler de temps. Et c'est vrai que quand on regarde sur les réseaux sociaux, on veut tous s'enrichir très vite, mais personne ne veut s'enrichir lentement. Et pourtant, c'est ce que dit Warren Buffett. Warren Buffett, il a fait sa fortune sur des années, des décennies. Et au final, l'horizon de placement, c'est ce qui va vraiment déterminer la stratégie que tu vas adopter. Et pour ça, on va pas passer par 4 chemins, on va opposer le court terme du long terme. Alors court terme, ça veut dire quoi? Évidemment, c'est tout ce qui va être en dessous de 1, 2, voire 3 ans maximum. La question à se poser, c'est est-ce que tu as besoin de ton argent déjà dans les 6 prochains mois ou même dans l'année qui suit? Parce que là, c'est pas une question d'investissement, c'est une question de gestion de tes liquidités. Donc pour ça, si la réponse est oui, si tu as besoin d'argent à court terme parce que tu as besoin de t'acheter une voiture, tu as besoin d'acheter des vacances, tu as besoin d'un nouveau téléphone, tu as besoin d'investir dans l'immobilier, il te faut un apport. Alors oui, cet argent, il faut le sécuriser sur des comptes bancaires et surtout sur les bons livrets. Et j'en vois beaucoup, vous laissez tout votre argent sur des comptes courants, c'est une connerie. Et évidemment, en fonction de l'inflation, en fonction du taux de rendement d'un livret A et des autres livrets bancaires, il faut jouer un peu avec tout ça et placer son argent sur des livrets qui sont disponibles et qui créent du rendement. Donc évidemment, si tu as un PEL et qui tourne à 2% depuis les 3 dernières années, tu aurais mieux dû le mettre sur ton livret A ou un livret de développement durable, tu aurais fait 1% de plus et au moins tu aurais eu une disponibilité de ton argent immédiate. Et donc ça va être un peu ton épargne de précaution, ton épargne plaisir. Il faut que tu gardes de l'épargne quoi qu'il arrive. Par contre, tout ce qui dépasse ton seuil minimum d'épargne de précaution, là par contre il faut l'investir. Et quand tu l'investis, faut pas penser court terme. Si tu penses court terme, tu vas prendre énormément de risques. Ou alors si tu veux pas prendre beaucoup de risques, tu auras un taux de rendement pourri, notamment tu ouvres une assurance vie, tu mets sur du fonds euro, tu auras 3%. Tu prends pas de risques et pourtant tu as un horizon de placement long terme parce qu'une assurance vie, quand on l'ouvre, c'est systématiquement pour un horizon de placement long terme. Donc tu as compris, tout ce qui est court terme, tu le laisses sur ton compte bancaire, l'objectif c'est pas de le faire fructifier, c'est de le sécuriser. Et tout ce qui dépasse, là tu l'investis horizon long terme et là ça sera déjà un peu plus simple. Et maintenant la question qu'il faut se poser c'est pourquoi le long terme c'est ton meilleur allié? Alors pour la simple et bonne raison que quand on investit, le marché qui performe le plus c'est le marché action. Et prenons l'exemple des indices boursiers. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ni plus ni moins qu'un indice qui vient répercuter un groupe d'actions. On peut prendre le CAC 40 qui répercute la performance des 40 plus grosses entreprises françaises, le Nasdaq dans lequel on a plutôt des entreprises technologiques, le S&P 500, les 500 plus grosses entreprises au monde. Et ce qu'il faut se dire, c'est que peu importe le moment où vous les achetez, si vous regardez dans 10, 15, 20 ans, vous êtes systématiquement sur des plus hauts et donc votre contrat est en performance, il est en positif. Donc c'est vraiment la phrase qu'il faut retenir. Tout indice action sur un horizon long terme, vous prenez un minimum de risque. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter les points hauts. Parce que oui, on a bien vu en 2000, tu avais beau acheter le point haut de 2000, tu regardes en 2010, on était juste après la crise des subprimes, on était légèrement en négatif, voire même de 10 voire 15%. Par contre, dès que tu achètes à des bons moments, même si tu n'as pas acheté le point bas le plus bas, au final, au bout de 10 ans, tu es sûr de faire de la performance. Donc en bref, au plus tu as de temps devant toi, au moins tu as besoin de prendre de risques pour aller générer une grosse performance. Et tout ça, après, c'est de l'optimisation, évidemment. Au plus tu rentres bas dans des cycles, au mieux tu vas pouvoir revendre derrière et du coup augmenter ton rendement avec la même dose de risque. Et pour faire le lien avec la psychologie, c'est vrai que quand il s'agit de parler de la psychologie d'investissement, ton cerveau, lui, va naturellement aller vers le plus facile. Et en fait, quand on achète quelque chose, on s'attend à une chose, c'est qu'il part tout de suite en positif. Et c'est pour ça que c'est un peu compliqué, c'est que notre cerveau, il va vite penser court terme. On se dit qu'on veut investir 100 €, on veut faire le meilleur rendement le plus vite possible pour se rassurer intellectuellement que c'était le bon choix. Parce que si tu investis sur quelque chose et qu'au bout de 2 semaines, 3 mois, 6 mois, il a pris déjà moins 5%, ton cerveau, il va venir te dire que c'était pas forcément le bon choix et que tu aurais dû t'abstenir et que forcément, vu que tu as fait un mauvais choix, tu vas mal le vivre. Et donc ça, en psychologie, c'est assez intéressant parce que quand on regarde une baisse de marché, que se passe-t-il dans notre tête? Qu'est-ce qui réagit dans notre cerveau? Alors oui, historiquement, on l'a toujours vu, quand la bourse chute de manière brutale, tout le monde panique.
Et pourtant, logiquement, ce serait le meilleur moment d'acheter. Alors pourquoi les gens ont du mal à ce moment-là à dégainer leur liquidité et à rentrer sur le marché au moment où c'est au plus bas? Alors déjà, la première raison, c'est que quand la bourse, elle chute, généralement, elle chute à une vitesse grand V. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous l'avez vu, vous prenez un graphique, généralement une croissance en bourse, on dit souvent, elle prend l'escalier. Quand la bourse monte, elle va prendre l'escalier, elle va monter tout doucement, palier par palier. Par contre, au moment où elle va devoir chuter, là par contre elle prend l'ascenseur et elle descend d'un coup. Donc évidemment, déjà sur, toujours pareil, l'horizon de temps, prendre 20% en 2 ans, c'est toujours moins impressionnant que de perdre 20% en l'espace de 2-3 mois. Et un exemple ultra parlant du fait que cette psychologie, elle est propre qu'au marché financier, c'est que si tu vas au supermarché et que tu vois que les prix ont baissé, c'est le moment où tu vas vouloir les acheter parce que tu dis c'est une bonne affaire. Tandis que si les prix sont au plus haut, tu vas un peu plus te restreindre et dire non, je vais peut-être pas acheter, ça va me coûter trop cher. Mais la petite différence entre le supermarché et le placement financier, la bourse, c'est qu'on a occulté un paramètre qui est l'incertitude. Le cerveau humain déteste l'incertitude. Et ça remonte depuis la nuit des temps. Notre cerveau, il est programmé pour réagir au danger. Et le danger égale la mort. Donc aujourd'hui, dans notre tête, évidemment, on ne se dit pas que si le marché chute, ça va être la mort, mais ça se manifeste un peu différemment. Quand il y a une chute des marchés, ça nous donne tout de suite une catastrophe imminente. Et donc cette catastrophe imminente, on va la partager à plusieurs, que ça soit dans les médias, par les journalistes, par les éditorialistes, et même par certaines grandes figures de la finance. Et ça, c'est un biais cognitif qui s'appelle l'effet de contagion avec un biais de négativité. Évidemment, si tu es dans une salle et que tout le monde est optimiste, il y a de grandes chances que tu le sois aussi. Par contre, si dans une salle, tout le monde est pessimiste et tout le monde se dit que c'est la fin du monde, tu vas commencer aussi à renforcer cette idée pour faire aussi partie du groupe et te dire, je ne peux pas penser différemment que la masse. Si eux tous pensent cette chose, c'est que c'est forcément la vérité. Donc, on va se soumettre à l'avis de tout le monde et tu vas te dire que c'est la merde, comme il y a eu pendant le Covid. Et le Covid, c'est un très bon exemple, parce que tu regardes les stats pendant le Covid, la chute de la bourse, ça a duré 2-3 mois. Alors évidemment, c'était une situation inédite, la bourse réagit encore plus violemment quand il y a des événements qui sont inattendus. Mais par contre, ça voulait pas dire que c'était la fin du monde, il y a eu des entreprises qui se portaient bien, il y a même des entreprises qui en ont profité pendant le Covid, c'était aussi le bon moment d'acheter des actifs solides pendant cette période. Mais alors oui, pour ça, il faut arrêter d'écouter les infos, il faut arrêter d'écouter la télé, parce que si on écoutait la télé, on comptait les morts jour par jour. Et ces infos négatives, du coup, elles viennent confirmer ce deuxième biais qui est le biais de négativité. Et ce biais de négativité, c'est quoi? C'est que le cerveau va accorder beaucoup plus d'importance à des nouvelles qui sont négatives plutôt qu'à des nouvelles qui sont positives. Et il suffit de le voir, si demain on a une annonce dans le journal télévisé du soir où on nous dit ça y est, c'est bon, vous allez payer moins d'impôts parce qu'il y a un impôt qui saute ou alors on a augmenté les tranches d'imposition, ça aura beaucoup moins d'impact et vous allez mettre beaucoup moins d'importance dedans que si on vous dit que votre résidence principale, quand vous allez la revendre, elle va être taxée. Et d'ailleurs, c'est passé, si vous détenez une résidence principale et que vous souhaitez la vendre dans les 5 ans qui suivent son achat, vous allez devoir payer une taxe sur la plus-value qui est celle actuelle, 36,2%. Évidemment, on va avoir des dérogations, mais ça, je t'ai tout expliqué sur Instagram et TikTok, donc t'as plus qu'à aller t'abonner et tu pourras suivre l'actualité financière. On retourne à notre sujet. Bon, maintenant, il y a un deuxième effet. Ok, on a compris, quand le marché baisse, tout le monde panique, alors que c'est pas le moment de paniquer, et il faut rester ultra lucide et froid dans sa tête. Et là, pour le coup, quand le marché monte, les gens se disent pas, ça y est, le marché monte, c'est le moment de vendre, c'est le moment de prendre nos profits. On est, du coup, tous pareils, et on est euphorique. Et pourquoi on est euphorique? Tout simplement parce que tout le monde pense que ça va continuer de monter éternellement. Et résultat, pour ceux qui n'étaient pas du tout exposés avant, et pour ceux qui découvrent l'investissement, ils voient que le marché ne fait que de monter, ils se disent, en fait, ça confirme leur choix qui était de se dire c'était le bon moment, c'est ça qu'il faut acheter parce que ça prend de la valeur, parce que ça a de la valeur et ça va continuer de monter. Donc bon, dommage, j'ai pas acheté avant, mais vu que c'est en train de monter, autant que je l'achète maintenant et puis je le revendrai un peu plus haut et puis au moins j'aurai pris mon profit. Résultat, on achète au pire moment, on achète au moment où c'est les plus hauts et c'est là que le marché s'inverse et on part en baisse. Et au final, d'un point de vue cérébral, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on achète une action, quand on achète ou quand on fait un placement, dans notre cerveau, on va venir libérer de la dopamine. Et cette dopamine, elle va nous faire du bien si en plus de ça, on a un biais de confirmation. Et qu'on se dit, si j'achète quelque chose et que je vois que dès la première semaine, il part en positif, là on se dit que c'était le bon choix, on a fait le bon choix, on est content, et donc notre cerveau, il cherche de la satisfaction instantanée. Mais cette satisfaction instantanée, elle colle pas du tout avec notre horizon de placement. Parce qu'on a dit notre horizon de placement, on pense sur le long terme. Donc si on pense sur le long terme, que ça monte ou que ça descende à court terme, nous, ça ne nous intéresse absolument pas.
Ce qu'on veut, c'est que ça monte durablement à long terme. Et donc c'est vraiment ça qui va vraiment titiller l'investisseur moyen qui va arriver sur le marché, qui n'a pas beaucoup de connaissances et qui se dit je cherche la meilleure opportunité, celle où dès que je rentre, on est tout de suite en positif. Mais alors pour ça, deux solutions. Soit tu achètes quelque chose qui monte déjà et tu profites de cette montée. Donc ça veut dire que tu vas quand même prendre un peu plus de risques parce que tu as déjà acheté quelque chose qui a déjà pris de la valeur. Tu prends aussi un deuxième risque, c'est que le marché se retourne et tu pars directement dans l'autre sens. Et avant d'être en positif et de faire de la performance, tu vas attendre du coup plusieurs années ou encaisser ta perte. Ou alors tu vas acheter quand le marché est bas. Donc si du coup tu as compris ça, qu'il faut acheter des choses qui ne coûtent pas cher, qui sont moins chères que le reste, là déjà tu optimises tes chances de faire de la performance. Mais par contre, personne n'est capable d'acheter à un point bas. Personne n'est capable de savoir que c'est ce prix-là le plus bas sur cet actif et qui va remonter plus tard. Donc ça veut dire quoi? C'est que si tu as une stratégie à acheter à un point bas, il se peut que ça continue de descendre aussi à court terme. Mais ça veut dire que sur le long terme, tu auras acheté une zone qui est basse, tu n'auras pas forcément acheté le point bas, mais à court terme, tu auras forcément acheté quelque chose qui peut encore baisser. Mais donc à partir du moment où tu as acheté du coup l'actif que tu as trouvé qui est exceptionnel et qui fait que monter, génial, tu vas avoir ce biais de confirmation, tu vas dire super, ça fait que monter, ça va continuer de monter, ça ne va jamais s'arrêter, et donc l'euphorie commence à arriver, et c'est cette euphorie qui va nous pousser à prendre les mauvaises décisions. Que ce soit investir sans stratégie, tu vas dire bon voilà, je l'ai acheté, peut-être que je vais en racheter, puis je vais encore en racheter. Ou alors tu as mis un gros billet et là tu dis voilà, ça peut que monter et il faut absolument que ça monte, sinon ça aurait été un mauvais choix. Si aussi tu investis sans analyse, où tu dis voilà, on m'a dit que c'était le placement à faire, je l'ai fait. Forcément, suivre la foule, c'est une erreur, t'achètes forcément au plus haut. Et la dernière des erreurs, c'est qu'au moment où tu vois que ton capital monte, tu es complètement décorrélé de l'analyse technique, voire de l'analyse fondamentale. Et en fait, tu es obsédé par une seule chose, c'est le solde de ton investissement. Et ça s'est beaucoup confirmé en crypto, où il y en a beaucoup qui sont arrivés, ils ont mis 10 000, 20 000, 30 000 euros sur des cryptos. La crypto a explosé, ils se sont retrouvés directement avec des 700, 800, 900 000 euros. Mais les mecs, ils n'ont pas voulu vendre à ce moment-là parce qu'ils se sont dit non, j'ai mon seuil psychologique, je veux dépasser le 1 million d'euros. Sauf que si ton objectif c'est d'arriver à un certain montant et pas de suivre ce qui se passe dans les cycles économiques, là aussi c'est une erreur qui est causée par ton euphorie. Et pose-toi la question, est-ce que tu préfères sécuriser tes 700 000 euros, quitte à te dire que tu aurais pu monter 1 million, plutôt que de voir tes 700 000 euros descendre tout de suite à 50 000 euros là où tu étais au début? Alors déjà, dans ces 3 premières parties, on a vu plusieurs choses. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand le marché monte, quand le marché baisse? On a compris que le temps est même plus important que le rendement. Et là, on va lister un peu les biais cognitifs qui nous font perdre de l'argent. Le premier biais, j'en ai déjà un peu parlé, mais je vais en parler de manière un peu différente, c'est le biais de confirmation. Et pour le synthétiser, le biais de confirmation, c'est ni plus ni moins que notre cerveau, il va chercher des informations par lui-même de manière inconsciente, et ces informations vont lui permettre de confirmer ce qu'on pense déjà. Je prends un exemple. Admettons que tu as massivement investi sur les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. On entend tout le monde dire que voilà, le Bitcoin, c'est une réserve de valeur qui est inviolable, qui est juste géniale. Très bien. À titre personnel, je trouve que c'est une technologie qui est assez folle. Elle vaut le coup, elle vaut le détour, clairement. Et ensuite, ce biais de confirmation, il va passer par différentes choses. Je prends 2 faits d'actualité qui se sont arrivés sur les 2 derniers mois. On a un discours de Trump qui dit qu'il va créer une réserve nationale de Bitcoin et que le gouvernement va venir réguler un peu plus ça, comme ils sont en train de le faire, mais favoriser le développement des crypto-monnaies, évidemment en collaboration avec la banque centrale américaine, la Fed. Donc évidemment, ce genre d'annonce, toi, ton cerveau, tu sais que tu as investi sur le Bitcoin et tu veux investir sur le Bitcoin, et tu vas te confirmer le fait que voilà, on est dans une direction où le Bitcoin ne peut que monter sur le long terme parce que on a cette information qui confirme ce qu'on pense déjà. Pour autant, on a eu une deuxième information et beaucoup en ont très peu parlé. Ça, moi, j'en ai fait 2-3 vidéos là-dessus. On a Google qui a annoncé qu'avec sa puce Willow, ils ont pu du coup ouvrir la porte vers l'informatique quantique et résoudre des problèmes qui étaient vieux de plus de 32 ans à résoudre. Donc pour faire simple, dans l'informatique quantique, c'est ni plus ni moins qu'une machine qui est capable de réfléchir encore plus vite que nos machines actuelles et qui va être capable d'ouvrir la porte vers plein de choses, vers de la découverte, mais aussi différents risques, notamment la sécurité de nos systèmes informatiques. Et donc, quand on voit le potentiel d'une puce d'informatique quantique, finalement, ça remet un peu le doigt sur l'insécurité d'une blockchain, de la technologie de la blockchain,
dont utilise le Bitcoin. Et donc tu vois, tu as deux informations. Là même maintenant, si tu devais mettre pause sur cette vidéo et que tu dis, bah attends, j'ai ces deux informations. J'ai Trump qui dit qu'il voulait faire une réserve nationale de Bitcoin et de l'autre côté, j'ai Google qui vient de réussir dans l'informatique quantique à pouvoir décrypter tout et n'importe quoi, notamment une blockchain. Qu'est-ce que ton cerveau va faire en premier? Tu te dis, bah quoi qu'il arrive, le Bitcoin, au moins au court moyen terme, il peut que monter parce que on a une politique américaine qui drive l'économie mondiale qui est favorable aux crypto-monnaies. Mais de l'autre, fondamentalement, il y a un gros risque au niveau de la sécurité des blockchains parce qu'on est en train d'ouvrir la porte vers l'informatique quantique. Il n'y a encore aucune application concrète, mais si ça arrive, forcément ton cerveau il va dire, je vais mettre de côté le risque de l'informatique quantique et je vais me focaliser sur le Bitcoin. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, quand il y a une chute en bourse, c'est souvent parce qu'il y a eu un événement inattendu et la bourse va prendre l'ascenseur pour descendre tout en bas. Donc ce qui pourrait être inattendu, c'est que un jour, l'informatique quantique soit capable de craquer une blockchain et donc de rendre complètement faillible une blockchain comme le Bitcoin. Ça paraît complètement inattendu, mais si ça arrive, le Bitcoin va passer de son chiffre actuel jusqu'à zéro parce qu'il ne vaudra plus rien, car il n'y aura plus de confiance dans la réserve de valeur de cette crypto-monnaie. Et même s'il y en a qui vont dire non mais c'est impossible, c'est pas encore au point ou quoi que ce soit, c'est bien le principe, c'est inattendu. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais quand ça va arriver, ça va prendre l'ascenseur. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas investir dans le Bitcoin, ça veut simplement dire qu'il faut bien analyser les informations que l'on a et pour prendre les meilleures décisions. Investir sur le Bitcoin peut être une très bonne idée si on ne fait plus confiance au système bancaire avec les monnaies fiduciaires classiques. Mais par contre, mettre tout son patrimoine sur le Bitcoin, bah forcément, ça on prend beaucoup de risques. Et pourtant, il y en a. Il y a des maximalistes, des gens qui adorent le milieu des crypto-monnaies qui vous disent « moi j'ai tout mon patrimoine en crypto ». Laissez-les faire ce qu'ils veulent, vous n'êtes pas obligé de les suivre, vous pouvez aussi créer votre propre patrimoine comme vous l'entendez. Et on le dira toujours, la clé, c'est la diversification. Il faut diversifier son patrimoine si on ne veut pas se mettre dans une situation où on pourrait tout perdre. Un des deuxièmes biais, j'en ai aussi parlé, on l'appelle le biais d'ancrage. Et donc ce biais d'ancrage, c'est exactement ce que j'ai dit, notamment tu achètes du Bitcoin, tu dis voilà ça va monter, tu vois ton solde et tu es déconnecté du marché, tu penses uniquement à arriver sur un chiffre clé que tu as en tête. Et que tu dis c'est quand je dépasserai ce chiffre, je vends, je prends tout ce que j'ai à prendre et au moins je vais vivre ma belle vie à côté. Donc ça se passe rarement comme ça parce que si ton objectif c'est d'atteindre 1 million d'euros sur tes placements financiers, et ben au final, tant que tu les atteins pas, tu vas prendre un maximum de risques et tu vas te déconnecter de l'analyse du marché que tu peux avoir. Par contre, dès lors que tu vas atteindre 1 million, là tu vas vivre quelque chose de très compliqué où tu vas dire soit je vends maintenant, mais naturellement tu vas avoir cette petite voix dans ta tête qui va dire ça peut encore monter. Et oui, c'est normal, il n'y a aucun moment où ça va arriver, c'est-à-dire boum, t'as gagné 1 million, ça y est, automatiquement c'est remboursé, t'es payé, terminé. Quand tu vas dépasser ton million, tu vas forcément être à 1 million, 1 million 100 000, 1 million peut-être 50 000. Et donc tu vas dire, tiens, j'ai quand même gagné 50 000 d'un coup. Si je laisse aller, je peux encore gratter 2-3 milliers d'euros. C'est toujours ça de prix. Mais ce biais d'ancrage, il te déconnecte complètement de l'analyse. Et en fait, à un moment donné, quand ça va se retourner, ça va partir à la baisse. Et là, tu vas, j'étais à 1 million il y a 2 semaines. Aujourd'hui, je suis à 900 000. Non, mais ça va remonter à 1 million. Dès que ça remonte à 1 million, allez, je vends. Là, j'arrête de faire des bêtises, je vends. Et puis ça continue de baisser. Et ça continue de baisser. Et ça continue de baisser. Et au final, bah, t'as pas pris tes profits. Pour synthétiser tout ça, il faut bien comprendre une chose, pour bien investir, déjà il faut bien maîtriser ses émotions. Ne jamais investir de manière compulsive, toujours investir de manière réfléchie. Et un bon investisseur, c'est quelqu'un qui sait garder son sang-froid, même dans la tempête. Donc on reprend le plan d'action. Priorité, déjà définir un horizon de placement. Si ton horizon de placement il est inférieur à 8 ans, 10 ans, clairement n'investis pas, garde-le sur un compte bancaire. Alors je te dis volontairement ça parce qu'évidemment tout le monde veut s'enrichir et tout le monde veut investir et s'enrichir avec l'investissement. C'est juste pour te dire que c'est obligatoire. Si tu veux investir, il te faut un horizon de placement long terme. Si tu as un horizon de placement court terme, n'investis pas parce que tu vas prendre trop de risques et tu vas mal le vivre. Donc ça on a compris. Investir égale horizon de placement long terme. Deuxième chose, bien calculer entre son épargne de précaution et ce qu'on est capable de mettre en investissement. L'idée c'est pas de tout investir et d'être surexposé parce qu'évidemment comme on l'a dit, tu peux avoir des phases où ton portefeuille peut être dans le rouge. Si il est dans le rouge et que tu as besoin de cet argent pour vivre, bah c'est là que tu vas encaisser des pertes. Donc non, il faut quand même garder de l'épargne de côté. L'objectif, alors là ça va être un peu technique, je vais te parler de diversifier, mais en même temps de te focaliser. Quand je parle de focaliser, je te parle de focaliser sur une manière d'investir et non pas sur un actif. Mais quand je te parle de diversifier, je te parle de diversifier sur tes actifs. Alors ça peut paraître un peu flou encore, je vais encore plus te synthétiser ça. Aujourd'hui, si tu fais que du marché action et que tu achètes que des actions, tu te focalises uniquement sur le même actif et là du coup c'est dangereux. Par contre, une bonne alternative, ce serait d'ouvrir une assurance vie, mettre des fonds structurés dedans et du coup de se focaliser sur l'investissement sur les fonds structurés. Il faut le faire jusqu'à un certain niveau, dès lors que tu as cumulé assez de capital, là ça vaut le coup de diversifier avec d'autres classes d'actifs.
Mais le fonds structuré, l'intérêt, c'est qu'il va pouvoir te mettre déjà un rendement fixe. Donc c'est pas toi qui vas te dire, bah tiens, j'attends d'être à 1 million pour sortir. Non, c'est lui qui te dit, là, on a respecté nos paramètres, on sort et tu prends ta performance. Le deuxième avantage, c'est qu'à travers des fonds structurés, tu vas pouvoir déjà les diversifier entre eux, en avoir plusieurs. Mais tous ces fonds structurés, ils vont être indexés sur différentes entreprises, différents continents, différentes économies, différents secteurs, différentes thématiques. Et là, du coup, tu vas commencer à diversifier ton portefeuille. L'autre conseil que je peux donner, c'est qu'en période de crise, il faut surtout pas ouvrir ta télé, regarder les infos, c'est le meilleur moyen de ne rien faire. Je vais dire ça en une phrase, celui qui gagne, c'est celui qui fait. Donc si tu ouvres ta télé et qu'on te dit en fait faut rien faire, faut pas investir, c'est la fin du monde, et bien en fait tu es sûr de perdre. Alors que si tu t'enlèves de tout ce qui est information négative et que tu analyses fondamentalement des entreprises qui ont pu baisser mais qui restent solides, là du coup tu vas faire une belle opportunité d'investissement. Donc ouais, c'est assez contre-intuitif, mais clairement en période de crise, c'est le moment d'acheter, et au moment où tout le monde est euphorique, c'est le moment de vendre. Et le dernier conseil, n'écoute surtout pas la foule, ne fais pas comme tout le monde. Si tu fais comme tout le monde, t'es sûr de ne pas t'enrichir, parce que si tout le monde faisait ça et que si ça marchait surtout, bah, tout le monde serait riche, ce qui n'est pas le cas. Bon voilà, je sais que c'est pas un sujet très facile, on va conclure ce sujet-là. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Moi, ça m'intéresse de savoir comment tu fonctionnes toi avec ta psychologie. Explique-moi un peu aussi ton évolution, comment tu es passé peut-être de investisseur débutant à aujourd'hui investisseur confirmé. Comment tu as fait pour mieux gérer tes émotions? Est-ce que tu as lu certains livres? Est-ce que tu as parlé à certaines personnes? Est-ce que tu as essayé certains actifs? Évidemment, le principe de cette chaîne, c'est d'aller démocratiser la gestion de patrimoine accessible à tous, la vraie gestion de patrimoine, celle où on investit comme un bon père de famille, on va chercher des bonnes performances et surtout, on ne se fait pas peur en bourse. Mais ça passe par de la pédagogie, c'est tout l'objectif de cette chaîne YouTube, faire de la pédagogie, continuer d'apprendre à mieux épargner, mieux investir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse vous abonner, liker, mettez un commentaire, passez-moi un bonjour. Et pour ceux que ça intéresse, on peut même prendre un rendez-vous ensemble et on discute de vos projets. Je vous dis à très bientôt.